Bienvenue au 5e épisode de la Sauce Bitcoin, le podcast Bitcoin francophone sponsorisé par Bull Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas, Bull Bitcoin est un échange canadien de type non-custodial, c'est-à-dire qu'on ne garde jamais vos bitcoins sur l'échange et cet échange vous permet d'échanger du bitcoin pour du fiat ou encore d'acheter du bitcoin avec du fiat d'une manière très facile et efficace. Pour ceux qui ont des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter directement et je peux vous guider dans tout le processus. Cette semaine, au podcast, j'ai un invité qui est aussi également mon ami, que j'ai rencontré à travers les années dans les meet-ups de Bitcoin Montréal. Il s'agit d'un Bitcoiner maximaliste québécois qui a le nom de Tesla Liberty Hodl. Il a voulu faire l'entrevue sous un pseudonyme pour ne pas révéler son identité. Donc, excusez ses lunettes et sa casquette pour cacher son identité. On a parlé de liberté, on a parlé également de son désir de s'exiler du Canada pour les États-Unis et l'emploi d'une méthode très intéressante et astucieuse pour appliquer pour un visa qui implique le mining de Bitcoin. En plus de ça, on discute de la liberté, de sa vision des choses par rapport à tout ça. Donc, c'est un épisode très amical où l'on discute un peu de tout et de rien et j'espère que vous allez apprécier. Pour ceux qui désirent peut-être s'exiler aux États-Unis et qui veulent avoir plus d'informations spécifiques comment Tesla Liberty Hodl le fait, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse transmettre son contact ou encore je vais mettre son handle Twitter dans la description du podcast afin que vous puissiez le faire par vous-même. Donc merci et bonne écoute. Bonjour à tous, au 5e épisode de la sauce Bitcoin. Je suis aujourd'hui avec Tesla Liberty Hodl, un pleb Bitcoin maximaliste venant de Montréal, un grand ami à nous faisant partie de la famille Bull Bitcoin. On l'a connu, ça fait quelques années maintenant. Toujours été un grand supporter, un grand fan du Bitcoin, de la liberté. Donc, je voulais t'interroger aujourd'hui, Tesla. Parce que tu as beaucoup de trucs qui sont arrivés dans les derniers mois surtout. Puis je voulais savoir aussi ton parcours plus détaillé de Bitcoiner qui t'a permis de grandir, qui t'a permis de découvrir des nouvelles choses, puis partir des nouvelles aventures. Fait que si je me rappelle bien, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était un meet-up de Bitcoin Montréal, n'est-ce pas? Je pense que oui. Il me semble que oui. De ce que je me rappelle, c'était comme un meet-up sur la rue Sherbrooke. C'est le plus loin que je me rappelle que je vous avais rencontré. Puis, je me rappelle même pas comme qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, mais ça devait être comme en 2018 probablement. Je pense que j'avais même pas de Bitcoin à ce moment-là. Donc, ouais, c'était un meet-up sur la rue Ouais, Sherbrooke. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ça là, fait longtemps, mais mais oui, ça me dit de quoi. ouais, Euh, Toi, justement, ok. tu dis qu'en 2018, tu n'avais pas encore de Bitcoin. Donc, ça fait relativement plus ou moins longtemps que tu es dans le Bitcoin, mais tu es vraiment quelqu'un Exact. que je considère avancé dans tout ce qui est l'éthique Mhm. du Bitcoin et tu en connais beaucoup. Puis Ouais. d'ailleurs, une des raisons pourquoi tu nous as approchés, c'est que dans le temps, on avait une compagnie qui s'appelle Verify qui a maintenant été jointe à Bold Bitcoin, mais on offrait beaucoup d'aide en ce qui concerne l'anonymat, la sécurité du Bitcoin. Est-ce que tu peux donner des détails par rapport à pourquoi c'est un sujet qui t'intéressait, toi personnellement, pour tes avoirs Ouais. personnels? Ouais, exact. Donc, absolument. Donc, écoute, mon rabbit hole, tu sais, puis on pourra en parler après, mais a vraiment commencé comme fin 2019, début 2020. Mais je suivais Bitcoin comme depuis 2015. Mais là, c'est allé comme de façon exponentielle. J'ai commencé à vraiment suivre Bitcoin Twitter. Puis, donc, je vous connaissais déjà un petit peu. Puis, à un moment donné, comme ma conclusion, euh, c'était que de un, le self-custody était comme extrêmement important pour moi, vu l'histoire, plusieurs histoires de saisie, de perte de Bitcoin, etc., comme à travers le temps. Donc, je voulais self-custody, puis j'avais vraiment, vraiment peur, où j'étais préoccupé par le fait que comme Bitcoin allait valoir comme 100 millions un jour. Donc, je voyais mon stack
avec un market cap de 100 millions. Puis je me disais, j'ai besoin d'être, comment je pourrais dire, sécuritaire par rapport à si quelqu'un vient m'attaquer. Si je choke, est-ce que je peux lui donner mon stack? Puis dans le fond, c'est pour ça que je vous ai contacté vous pour avoir un setup multisig où c'est absolument impossible que, même si je suis kidnappé, que je puisse, c'est impossible que je puisse divulguer quoi que ce soit, ou send mon stack. Donc, c'était vraiment ça ma motivation de être blindé par rapport Je à ça. comprends. Et justement, par rapport à ton Orange Billing Process, de la façon que tu t'es converti au Bitcoin, si on prend la proportion de personnes qui s'intéressent, par exemple, à la crypto et qui deviennent comme Bitcoin maximalistes, c'est facile de se faire piéger dans tout ce qui est altcoin trading et pas d'avoir un peu la vision long terme, low time preference, de garder du Bitcoin. Toi, tu dis que tu as compris, réussi à comprendre que le Bitcoin, un Bitcoin singulier pourrait valoir en valeur d'achat, pouvoir d'achat de 100 millions d'aujourd'hui, éventuellement un jour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a permis de comprendre ça? Est-ce que tu avais des personnes autour de toi qui t'ont dirigé ou c'était vraiment quelque chose de plus personnel comme voyage qui t'a permis de comprendre? Est-ce que tu te rappelles ou... Oui, je me rappelle absolument. Donc, écoute, comment je pourrais dire? En fait, la façon que, tu sais, moi, j'étais un gars de finance. J'avais une carrière en finance. Maintenant, je suis en affaires dans une industrie liée à la finance. Puis, quand que j'évaluais comme une thèse d'investissement. Tu sais, moi, j'ai fait comme ma thèse d'investissement sur Bitcoin. Dans mon passé, je faisais comme des thèses d'investissement sur des small caps. Ça n'a vraiment pas bien été. Mais bref. Mais j'ai fait ma thèse d'investissement sur le Bitcoin. Puis, une des propriétés, Bitcoin a plusieurs comme propriétés fondamentales, mais la façon que je l'explique aussi à des gens plus nouveaux, c'est que la propriété du fait que Bitcoin est décentralisé vaut extrêmement cher. Donc, et c'est le seul actif de l'histoire qui est réellement comme décentralisé. Et ça, ce que ça veut dire pour moi, c'est que les règles ne peuvent pas être changées par une personne ou un petit groupe de personnes. Donc, pour moi, ça vaut extrêmement cher. Et toutes les autres shitcoins qui existent n'ont pas cette propriété. Donc, c'est de là que j'ai vraiment comme fait, moi, je veux un actif qui est comme décentralisé. Donc, j'ai aucun intérêt envers les shitcoins. Je comprends. Donc, c'est vraiment grâce à tes expériences passées d'investissement ou peut-être tu n'as pas eu nécessairement un succès qui t'a permis de t'interroger plus davantage par rapport à ça, puis tu es arrivé à cette conclusion plus rapidement. Ben oui, parce que même quand je faisais des analyses de petites entreprises capitalisées en bourse, aussi communément appelées small caps, tu essaies d'identifier c'est quoi la valeur de l'entreprise ou c'est quoi les propriétés ou les avantages compétitifs de ces entreprises-là. Donc, et moi, ce que j'ai conclu, c'est que Bitcoin a beaucoup plus d'avantages compétitifs que juste sa décentralisation, mais que la décentralisation, c'était quelque chose d'unique. Donc, et qui vaut très, très cher, selon moi. Mais honnêtement, c'est pas juste cette expérience-là. J'ai aussi je suis totalement, totalement passionné et fasciné par Bitcoin. Donc, j'ai passé littéralement à ce point-ci, je pourrais dire des milliers d'heures depuis janvier 2020 et à partir de mars-avril 2020, j'ai passé comme des milliers d'heures à lire des livres, à écouter des podcasts presque à tous les jours. Là. Comme, je pourrais dire que c'est obsessif-compulsif parce que j'ai pas encore je suis encore intéressé d'écouter, d'apprendre plus sur Bitcoin encore aujourd'hui. J'ai de la misère à lire quoi que ce soit qui n'est pas Bitcoin, même si je me force à le faire. Donc, vraiment, les milliers d'heures que j'ai mis en écoute là-dessus. Puis, c'était pas comme une corvée, là, c'est par pure passion que j'ai mis ces milliers d'heures-là à écouter des podcasts puis à lire des livres audio, dans le fond. Fait que c'est vraiment la combinaison de mon passé financier, puis juste comme
de lire le content. Puis ce que je dis aussi, ce que j'aime dire aux gens, c'est que en 2016, 2017, les gens qui sont rentrés en Bitcoin ou même avant, comme il n'y avait pas tout le contenu qui existe aujourd'hui. Comme moi, j'ai jamais, juste dire, j'ai jamais acheté aucun shitcoin et je vais jamais en acheter. Mais c'est parce que le contenu qui existe depuis 2020 comme, est tellement comme exceptionnel que ça m'a permis d'éviter le piège Ouais, des c'est shitcoins. vrai que il n'y en a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas tombé dans le piège. Moi-même, je dois avouer, j'ai pêché dans le passé. Euh, J'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus jeune, puis évidemment, l'appât du gain Ouais, est vraiment tentant, là, puis et ouais. aussi dans un bull market, tout est en train de monter, toutes les shitcoins montent, fait que tout le monde croit qu'ils sont un génie un peu là, à investir Ouais, dans ouais. n'importe Ah oui, quoi, ça oui. Ouais. mais ça fait vraiment mal quand tout crash, puis évidemment, le Bitcoin crash, mais c'est le premier à se relever, puis c'est le premier ben, c'est celui qui crash le moins dans le fond. Mais il y en a qui Mhm. crash puis qui se relèvent plus jamais. Puis ça ferait vraiment une différence au bout du compte. Fait que très content pour toi là, que tu n'as pas été tenté par le Non, mauvais côté de la force. non, non. Ben, en fait, je pourrais dire que j'ai des stonks de mon passé. Là. Moi, j'étais un hodler déjà. Ouais. Comme, quand j'identifiais un stonks, je l'achetais puis c'était long terme, un peu à la long-term value investing un peu. Fait que, donc, je les vends pas de toute façon parce que ça va me coûter de l'impôt. Mais c'est sûr que ça diminue dans le temps avec mes nouvelles épargnes puis le prix du Bitcoin qui Cool. augmente sans cesse. Parlant de stonks, ton avatar, le nom de ton avatar sur Twitter, c'est Tesla Liberty Hodl. Est-ce que tu holderais des stonks Ouais, de Tesla? écoute, même pas. La raison pourquoi je suis rentré dans Bitcoin, comme j'ai conclu ma thèse d'investissement de Bitcoin comme fin 2019, comme décembre 2019, puis mon premier achat était comme en janvier 2020, comme vraiment juste avant l'hystérie du COVID. Euh, c'est que j'avais pas encore compris, comme j'avais pas encore conclu que Bitcoin valait quelque chose. Et pour Tesla, les fondamentaux comme n'ont jamais fait de sens d'un point de vue value investing. Fait que je suis jamais rentré dans Tesla. Donc non, je ne détiens pas de stonks de Tesla. J'ai eu une Tesla dans le passé. J'étais bien fier de ça quand j'étais vraiment un pur homme Fiat. Je l'ai Pour vendu du Bitcoin, maintenant, j'imagine. mais j'ai pas de regrets. Mais Tu as vendu ta Tesla pardon? pour du Bitcoin, pour Stack Plus, j'imagine. En toute honnêteté, comme la dette que j'avais sur la voiture valait la voiture. Fait que je me suis juste débarrassé. Tu sais, c'est pur Fiat, là. J'avais loadé un prêt pour acheter ça puis tout. Euh, fait que j'ai pas de regrets, mais ouais, c'est de là mon nom. J'étais passionné par la voiture Tesla euh, et la liberté. Donc, et les freedoms and liberties, là, si je peux dire en anglais. Donc, c'est pour ça que c'est de là que mon nom vient. C'était avant mon épopée Bitcoin, donc Je de là comprends. Tesla Liberty. Bon, c'est quand même un autre point dans ton nom, c'est liberté. Ça veut dire quoi, toi, pour toi, la liberté? Et je pense aussi, tu as dit que ta thèse d'investissement s'est confirmée un peu avant l'hystérie COVID, donc où il y a eu Ouais, énormément d'impact, évidemment, sur les libertés individuelles puis bon, collectives en général. exact. Donc, pour toi, je Ouais, sais que tu es un grand fan de la liberté, puis en ce moment, tu fais ouais, des actions dans ta vie pour continuer à être libre. Donc, ouais. j'aimerais comprendre pour toi ce que ça signifie, puis comment tu te bats pour ta liberté. Ah, écoute, pour moi, comment c'est une question un peu, c'est une question de quand je pourrais formuler tout ça, mais donc, c'est quoi la liberté pour moi? La liberté, c'est de pouvoir choisir. Là, j'y vais avec je peux dire c'était quoi la liberté avant, puis maintenant, parce que ça a changé, mais maintenant, aujourd'hui, le numéro un, c'est pouvoir choisir quel médicament que je veux prendre ou non.
Ça, c'est comme, pour moi, c'est une ligne terrible qui a été franchie. Donc, juste comme de pouvoir prendre ses propres décisions médicales sans pression sociale, ça, c'est comme, c'est la liberté. De pouvoir me déplacer, de voir ma famille sans risquer de me faire arrêter par la police, c'est la liberté. Et puis, personnellement, je refuse d'accepter de vivre dans un monde où je peux pas faire mes propres choix médicaux, puis je peux pas me déplacer, puis je peux pas voir ma famille si le gouvernement décide qu'on ne peut pas sortir après 8 heures ou 9 heures le soir, etc. Pour moi, c'est complètement sidérant. Je suis encore sous le choc. Même après 1 an et demi, je suis pas encore remis de qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, je pourrais dire, la liberté comme la liberté autrefois, comme avant le COVID, c'était vraiment comme de pouvoir comme le fruit de mon travail n'est pas comme enlevé, ne m'est pas volé. Puis je réfère à l'imposition. Donc, j'ai toujours été comme, tu sais, je faisais des salaires dans les 6 chiffres, puis je trouvais ça comme disgracieux, à quel point je payais de l'impôt quand je travaillais dans du Big Corp. Donc, pour moi, c'était comme je me fais voler, comme les services de la société, c'est minable, ça fonctionne pas. Donc, j'étais vraiment comme un conservateur fiscal à fond avant. Donc, c'est un peu ça mon background, mais maintenant, c'est à un tout autre niveau. Là, donc. Moi, ce que je trouve curieux, c'est justement, on a remarqué que la population québécoise a accepté des restrictions à leur liberté individuelle de manière relativement facile dans le Ouais, monde d'aujourd'hui. presque unanime et de façon très, très facile, absolument. Exactement. Mais dans le passé, on remarque aussi que le concept du bien collectif au Québec est quelque chose de très ancré dans la population, dans les Ouais. mœurs, dans la culture. Donc, Mm-hmm. on accepte en tant que société québécoise de payer des impôts extrêmement élevés sans que nécessairement les services rendus reflètent à quel point on paye au niveau de la qualité, au niveau de l'accessibilité. Ouais. Mais toi, depuis longtemps, tu t'es opposé à ça, tu as vu qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. D'où tu penses ce sentiment de liberté vient? Parce que moi, par exemple, Ouais. je viens d'origine polonaise. Et par exemple, ma mère puis mon père sont divorcés. Puis ils se parlent plus, là. Mais au niveau du COVID, au niveau de toute leur opinion, là, ils ont exactement la même Ah ouais. opinion. OK. Puis moi, comme de manière innée, j'ai la même opinion. C'est sûr que l'éducation m'a influencé. L'éducation de mes parents m'a influencé. Ma culture, mon histoire, l'histoire de la Mm-hmm. Pologne m'a influencé de passer communiste, peu importe. Ouais. Même si j'ai pas vécu sous un monde communiste, je m'intéressais beaucoup. Mais pour un Québécois qui vit dans une société comme ça, puis Ouais. que de toutes les parts, à l'école, la famille, les proches, tout le monde répète un peu les mêmes mantras, ça doit être difficile de, de- de vraiment commencer le processus en premier lieu, puis ensuite de vraiment euh, ne pas subir la pression sociale pour finalement abandonner ses opinions, puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, si je peux te parler d'un peu de mon cheminement de vie. Je veux dire, moi, j'étais allé à l'école publique au Québec. Je veux dire, mes 2 parents, c'était des souverainistes, socialistes. J'étais allé à l'école publique, littéralement comme j'étais un genre une personne de gauche. Une personne de gauche dans mon enfance, c'est juste par l'influence. Tous les professeurs étaient de gauche, donc c'était vraiment de l'endoctrinement. Donc, à high school ou au secondaire, de gauche, au cégep aussi. Je suis rentré, j'ai décidé d'aller au HEC. Donc là, même là, comme ça, là, ma vision a commencé un petit peu à changer. J'ai pris des cours d'économie. Mais j'étais quand même de gauche, mais ma vision a changé. Puis c'est vraiment comme au fur et à mesure, comme de lire, je suis quelqu'un qui a un esprit comme qui a un esprit critique, qui aime bien comme réfléchir, puis analyser les choses.
puis arriver à mes propres conclusions. Donc, au fur et à mesure que j'ai eu de l'information sur des politiques de droite, là, si on peut dire, économiques, j'étais toujours comme, OK, je pense que l'État gère pas bien les fonds publics. Donc, je pense qu'on devrait laisser plus de fonds publics, plus de fonds publics aux gens, aux individus, puis eux, ils vont dépenser. Pour moi, c'est comme ça, c'était comme logique. Ça a commencé comme ça, puis vraiment, ça s'est vraiment accéléré en 2015, quand Maxime Bernier a commencé sa campagne au leadership du Parti conservateur. Puis, je vais toujours me rappeler un moment il est arrivé et il a dit moi, je suis contre comme la gestion de l'offre. Donc, dans les secteurs laitiers, etc. Là, je ne sais pas si tu es au courant de ce genre de politique publique, mais où l'offre est limitée, puis on doit acheter comme des quotas pour pouvoir produire du lait. Puis je me rappelle encore, il avait amené ça, puis ça faisait du sens, puis j'étais comme, lui, il était dans le comté en Beauce où il y avait le plus de producteurs laitiers. J'étais comme, wow, comme cette personne-là est réellement courageuse d'aller comme de presque sacrifier pour parler de ses idées. Fait que là, j'ai commencé à le suivre. J'étais comme, cette personne est tellement courageuse, je vais le suivre. Puis là, il amenait d'autres politiques publiques, de plus conservatrices fiscales. Puis c'est vraiment ça mon rabbit hole. Puis là, je me suis vraiment. Puis c'était juste comme j'analysais ce qu'il proposait comme politique publique, puis je regardais ce qui se passe en ce moment. J'étais comme, OK, ça, c'est supérieur. Donc, je supporte ça. C'était vraiment ça mon cheminement. Puis c'est ce cheminement-là qui m'a amené à Bitcoin. Je comprends, ça fait entièrement du sens. Puis bon, j'imagine qu'une fois que tu as touché le Bitcoin, c'est encore le rabbit hole a encore plus explosé parce que là, c'est non seulement la responsabilité fiscale, mais là, on est en train de refaire le système monétaire au complet, les dynamiques complètement. Donc, je comprends le cheminement. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ton entreprise puis de ton parcours de carrière? Parce que là, tu m'as dit auparavant, tu travaillais peut-être dans des milieux plus corporatifs au niveau de la finance, puis j'imagine qu'il y a un certain point qui t'a fait décider de quitter et de lancer ton propre entreprise, de devenir entrepreneur par soi-même. Donc, si tu veux en parler un peu, c'est quoi qui t'a fait switcher à ça? Ben oui, absolument, Maciek. Donc, en fait, moi, j'ai un background dans le monde financier. J'ai travaillé pour une grande banque pendant plusieurs années, suivant mon cheminement universitaire. Puis c'est ça. Puis à la force de côtoyer des entrepreneurs que j'ai aidé à financer leur projet, ça m'a vraiment inspiré à me dire, écoute, moi, je pense que je suis capable de me lancer en affaires aussi. Puis j'avais un de mes amis qui travaillait comme dans une niche, disons, ça serait du service aux entreprises lié aux finances d'une entreprise. Puis c'était vraiment comme niché. Puis je me disais, ça, c'est le futur pour les PME. Donc, j'ai dit, écoute, on devrait se partir ensemble. Puis on s'est parti ensemble il y a comme 3 ans. Puis on a eu beaucoup de succès. On a eu plus de succès qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Vous avez vu comme notre bureau, on est extrêmement fiers de notre bureau. On a 8 employés maintenant. On est parti de 0 il y a comme même pas 3 ans. Puis on a vraiment, je pourrais dire que j'ai comme complètement changé ma vie au niveau argent, comme on a eu un certain succès financier, donc on est extrêmement fiers de ce qu'on a accompli. Puis ça, c'est extrêmement bittersweet en ce moment. Donc normalement, sans tout ce qui s'est passé avec l'hystérie du COVID, on serait extrêmement. Pas que il y a un côté de moi qui est comme, OK, je suis content de ne pas être fiat, mais on aurait été comme très fiat, on aurait
vécu la vie des gens qui ont du succès niveau Fiat. Je suis content d'avoir des meilleures valeurs aujourd'hui, puis on pourra parler de ça. Pas que j'avais des mauvaises valeurs avant, mais je me sens comme volé, tu sais, parce que je veux dire, je peux pas profiter. Je peux pas profiter de mes succès. On a travaillé tellement fort, puis c'est un cheminement de vie. C'est des années de travail. Donc, c'est sûr que c'est très, très, très bittersweet en ce moment. Donc, c'est ça, c'est des moments. Moi, je vis ça quand même assez, je dirais difficilement, comme le fait que comme ma vie a été volée. C'est comme ça que je le perçois avec tout le changement de société. Donc un peu, c'est ça mon histoire. Donc, voilà. Vu que, en passant, juste une petite note pour ceux qui écoutent, on a nous-mêmes engagé les services de Tesla Huddle. Donc, si vous voulez savoir plus ce qu'il fait, j'imagine qu'ils peuvent t'envoyer un message sur Oui, Twitter. oui, ils peuvent me voir en privé, absolument. On peut se parler en privé, puis on peut vous aider. Merci beaucoup, Maciek, des commentaires. Super. C'est ça, puis j'imagine, en tant que personne qui a des opinions différentes par rapport à la majorité de la population, ça doit être un peu difficile de gérer ces différences d'opinion avec tes propres employés. Ça doit être quelque chose qui doit être un peu challengeant, j'imagine. Écoute, non, c'est pas du tout challengeant. On a eu peur au début, mais pas du tout. Tu sais, ce qu'on a C'est vu parce en que société, tes employés ont des opinions similaires aux tiennes ou il y en a plusieurs, pas tous, et moi je suis très très vocal sur ce qui se. Je l'ai été, là je le suis moins parce que je disais à un moment donné, c'est comme OK, on a compris. Là. Si tu n'as pas compris à ce point-ci qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est complètement de la folie, mais tu ne comprendras jamais. Fait que j'en parle moins. J'en parlais beaucoup comme l'année passée, à partir d'octobre, comme jusqu'à janvier, février, mars. J'en parlais beaucoup, même jusqu'au au passeport vaccinal ici, là, comme j'ai été très vocal avec ça, comme ça a été annoncé en nous. Mais non, la réponse est non. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au courant un peu du concept des masses et des remnants, mais ça revient un peu à ça, comme les masses suivent les figures d'autorité. Donc, on l'a vu dans la société. Donc, ils suivent les directives du gouvernement du Québec, mais de façon plus micro. Ils suivent l'exemple, nous, de notre expérience, nos employés suivent notre exemple, puis ils suivent le leadership dans notre entreprise. Donc, ils sont... c'est ça, ils suivent le leadership ici, donc à l'intérieur du bureau, c'est assez... c'est un safe space. Les gens... c'est ça. Donc, vraiment, ils suivent notre leadership. J'ai même vu, écoute, j'ai vu un de mes collègues marcher pour venir au bureau avec son masque d'en face, dehors. Mais quand il rentre dans le bureau, il l'enlève. Fait que c'est ça. C'est comique, ça. Fait que c'est sûr que je suis comme oh my God, mais en tout cas, mais vraiment, comme on essaie vraiment de garder la politique et tout ça comme à l'extérieur. Il y a des employés, j'ai des collègues qui sont hyper compétents, puis malheureusement, voient pas vraiment pareil, mais je dois comme gérer. Je dois faire avec comme je dois gérer la réalité de la vie d'ici au Québec. Donc c'est ce que je fais. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a géré. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un cofondateur. Et puis lui est 100% comme on est 100% aligné là-dessus.
Donc ça, c'est sûr que c'était comme primordial, comme ça n'aurait pas fonctionné s'il avait été comme l'opposé dans l'hystérie. En fait, je pense pas que ça aurait fonctionné, mais vraiment, on est alignés. Fait que les deux leaders de l'entreprise, 100% alignés. Puis il y a d'autres leaders dans l'entreprise qui sont 100% alignés, mais c'est pas tous les collègues. Je comprends. Ouais. Bon, tu as amené le concept de remnant puis des masses. Sûrement qu'il y a une partie des auditeurs qui ne vont pas nécessairement savoir. Ce concept-là, je pense, est de plus en plus important aujourd'hui. Il se manifeste de plus en plus. Donc, dans tes mots, si tu pourrais l'expliquer comment toi tu perçois ce concept-là, pour ceux qui ne savent pas simplement. Pour moi, les remnants, c'est une minorité de personnes avec une conviction extrêmement forte qui ont plus de poids, qui ont plus d'influence ou qui vont avoir plus d'influence que les masses, dans le fond. Donc, c'est des gens qui sont c'est ça, qui sont des visionnaires et qui c'est les leaders de la société. Parce que les vrais leaders de la société, comme Zvetzky dit, c'est pas comme les politiciens qui sont des parasites. En fait, c'est des parasites. Mais les vrais leaders, c'est les gens qui créent des choses, comme les entrepreneurs qui créent des choses, qui bâtissent des choses. Puis, la plupart de ces gens-là, qui sont purement comme sans avoir de subvention, comme les entreprises qui n'ont pas de subvention, etc., eux, qui sont vraiment indépendants de conscience, je pense que majoritairement, ils sont contre ce qui se passe. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme un mini-groupe extrêmement infime de visionnaires avec beaucoup de conviction qui ont plus d'influence que le 99%. Je vois directement une similitude avec les pères fondateurs des États-Unis et ceux qui ont fait la révolution, ceux qui se sont battus pour comme la révolution américaine. C'était moins de 10%. Je pense que c'était peut-être même 3% des Américains qui se sont battus pour l'indépendance d'Amérique. Puis ces 3%-là ont changé le cours de l'histoire. Selon moi. Puis, je pense que c'est la même chose pour les 3% ou même moins de Bitcoin maximalistes qui se battent pour Bitcoin et les libertés de façon générale. J'espère que j'ai bien expliqué ou quoi que ce soit. Non, je pense que tu dis, en fait, je vais mettre les épisodes, parce que tu as mentionné Alex Svetsky, qui est dans le fond le CEO d'une application qui s'appelle Ember App en Australie, qui est une application qui permet d'acheter du Bitcoin. Puis dans le fond, ils sont maintenant aux États-Unis aussi, je pense. Ils sont online aux États-Unis. Ouais. Super. Ouais. Ben, dans le fond, lui, Francis Pouliot, ils font des épisodes aussi avec d'autres Bitcoiners qui s'appelle, dans le fond, une série pour les Remnants. Puis moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que les Remnants, à partir du moment qu'ils entendent un autre Remnant parler, dire leur message, ils vont s'identifier très rapidement, puis ils vont comprendre qu'ils ne sont pas les seuls. Puis dans le fond, une des vérités par rapport aux Remnants, c'est qu'il y en a toujours, puis qu'ils vont se trouver éventuellement. Donc, ceux qui entendent ce message, qui ont l'impression d'être fous, parce que tout le monde pense pareil autour d'eux, puis être un peu le seul fou dans l'asile, ben, soyez pas, abandonnez pas tout de suite. Il y a du monde qui pense comme vous. Et comme tu as dit, là, ça prend vraiment une minorité de personnes pour diriger les idées, soit avec des inventions, soit avec des nouvelles idées, comme le fut la Constitution des États-Unis, comme est le Bitcoin, une énorme révolution. Donc, absolument. Exact. Là, je pense qu'on pourrait parler de ton exil que tu prépares des États-Unis. Puis j'imagine que c'est des principes sur lesquels le pays a été fondé qui te plaisent, qui font en sorte que, bon, au Québec, tu t'identifies plus vraiment.
Ouais. et que pour vivre ta vie selon tes propres valeurs, puis Ouais. sentir la liberté que tu as besoin, tu Ouais. as pensé aux États-Unis. Donc, Ouais. si tu peux peut-être parler de ton plan, de c'est quoi que tu veux faire, c'est quoi Ben, en fait, tu as aussi passé ton... en fait, attends, si on peut parler avant de ton voyage à Austin. Ouais. Euh, donc, tu as passé environ un mois à Austin. Tu es retourné, ça fait pas longtemps. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas en ce moment, Austin, c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup de Bitcoiners qui se réunissent, beaucoup de compagnies qui essaient de s'établir là-bas. Et Texas, l'État de Texas en général est très ouvert aux Bitcoiners et au Bitcoin en général. Donc, il y a beaucoup de pousser vers là. Donc, si Ouais. tu peux parler de ton expérience en général, s'il vous plaît. Oui, absolument, absolument. Donc, tu sais, depuis le début de l'hystérie totale du collectif, comme l'année passée, on était en même temps au Mexique, donc j'ai passé un mois au Mexique l'année passée, en janvier, ou en fait c'est cette année, c'est janvier. Puis parce que à un moment donné, j'en ai trop, puis je suis juste comme, ok, je suis plus capable d'être au Québec, puis au Canada, puis j'ai besoin de sortir de l'environnement. Fait que j'avais fait ça en janvier. Ça a été des moments quand même difficiles au Mexique l'année passée, mais bref, ça c'est une autre histoire. Puis la même chose, j'ai vécu ça cette année. J'étais comme, OK, là, je suis tanné d'être au Québec, j'ai besoin de prendre une petite pause. Je sais que à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une communauté de Bitcoiners à Austin. Je pense que c'était pas aussi gros. Ça s'est développé très rapidement dans les derniers mois. Donc, ouais, j'ai décidé d'aller à Austin parce que c'était la citadelle Bitcoin où là qu'il y avait le plus de traction de Bitcoiners. Je savais qu'il y avait beaucoup de Bitcoiners qui convergeaient vers Austin. Donc, je me disais, hey, moi, je peux travailler de n'importe où dans le monde, donc je vais aller travailler de là-bas. Puis, il y a un endroit qui s'appelle Capital Factory, qui est un coworking space où il y a beaucoup de Bitcoiners qui travaillent là. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller passer un mois à Austin, je vais me louer un bureau à Capital Factory, puis je vais comme sûrement croiser d'autres Bitcoiners, puis en même temps, je vais comme travailler de là-bas. Fait que c'était ça que je voulais faire, juste comme prendre l'air, puis aller voir ce qui se passait. Puis aussi un peu, je dois avouer que c'était un peu un test run de genre, OK, est-ce que je veux pas rester au Canada. Je suis pas, c'est pas ma place maintenant. Le Canada est devenu un endroit qui n'est plus ma place. Donc, je me suis dit, je vais faire un test run à Austin. Fait que c'est un peu comme ça que je suis allé là-bas. Puis, vraiment, comme, c'est complètement, le terme anglais qui me vient, c'est mind-blowing. Je veux dire, comme c'est la jour et la nuit. Là-bas, pratiquement personne porte le masque. Ça moi, j'ai un gros problème avec un chiffon facial ou une couche faciale pour adultes. Je trouve ça pathétique. Même encore aujourd'hui, je trouve ça tellement pathétique. Comme chaque fois que je sors dehors, je suis comme c'est ridicule. Comme comment c'est possible. Puis je me pose des fois, je dois me pincer pour me dire comment c'est possible qu'il y ait autant d'adultes qui portent une couche faciale. Pour moi, je n'ai pas encore absorbé ça. Je comprends. Puis à Austin, personne ne le porte, à part quelques exceptions. Il y a 1% des gens qui le portent. Donc, voir la face du monde, c'était vraiment juste comme exceptionnel. Pouvoir sortir sans montrer ses papiers. Moi, je refuse de participer à quelconque activité qui me demande des papiers ici au Canada. Donc, juste de sortir entre amis, de vivre comme en 2019. C'est juste ce que je demandais, de vivre comme en 2019. Puis, je l'ai vraiment vécu, puis c'était vraiment exceptionnel de juste retrouver la vie 2019. Vraiment, là, ça a vraiment fait du bien à mon âme, si je pourrais dire ainsi. Et aussi, je dirais, Austin est vraiment un hub d'entrepreneuriat. Comme il y a des business owners de partout aux États-Unis qui convergent là-bas. Fait que c'est même pas juste Bitcoin, juste comme il y a beaucoup d'énergie à Austin. Fait que c'était vraiment comme incroyable. J'ai été, comment je pourrais dire,
il y a beaucoup de Bitcoin maximalistes à Austin, au Pleb Lab, au Austin Pleb Lab. Donc, c'est un genre de coworking space dans Capital Factory. C'est juste des entrepreneurs Bitcoin. Fait que moi, j'étais vraiment proche d'eux. C'était complètement exceptionnel. Il y a tellement d'énergie. Pour moi, c'était comme c'est le fun de suivre les influenceurs Twitter. Puis ils jouent leur rôle, puis c'est super le fun d'avoir des influenceurs Twitter qui promouvoient le Bitcoin. Mais de voir des gens bâtir l'infrastructure Bitcoin, puis, et de collaborer avec eux ou d'être en leur présence, puis c'était vraiment comme, pour moi, des moments exceptionnels. Il y a vraiment des gens qui construisent des choses comme Bull Bitcoin. Et il n'y a pas juste Bull Bitcoin, on connaît plus les exchanges, mais il y a plusieurs projets complètement exceptionnels. Disons que ma foi mais j'avais déjà la foi comme que Bitcoin allait gagner, mais de juste voir ça, c'est comme, OK, Bitcoin a probablement déjà gagné, selon moi. Comme, je pense que Bitcoin a déjà gagné. Puis, c'est de voir la réponse du marché. Il y a une app comme Oshi qui onboard des petites PME. Vous pourrez aller voir sur Twitter, Oshi, qui onboard des petites PME sur comme prendre des paiements en Bitcoin puis donner des rewards en Bitcoin. Il y a plein de business. On a expérimenté, on est allé là-bas, comme on a payé en Bitcoin. Ça marche, comme ça marche. Donc oui, de A à Z, Austin est vraiment comme un des meilleurs endroits au monde, ou le meilleur endroit au monde en termes de ville, en termes de grande ville, vraiment le meilleur endroit au monde. Et puis, oui, j'ai pris comme la décision que je voulais comme aller là-bas au moins minimum 1 an maintenant. Je ne vais pas dire pour toujours, mais au moins minimum 1 an, puis on verra après. C'est pas fait encore, mais c'était ça mon expérience. J'ai d'ailleurs vu nos amis de Bull Bitcoin, là, Tristan, et on a chillé pas mal ensemble pendant qu'eux étaient là, Tristan et Gustavo. On a eu des bons moments. Ça party hard pas mal. Tu sais, quand tu reviens à la vie normale, c'est comme tu y vas, tu sais, puis comme quand j'étais dans ma jeune vingtaine, tu sais, je suis dans ma trentaine maintenant, mais j'étais comme fuck that, je vais rentrer brûlé demain matin, mais comme faut vivre un peu, là, comme faut que j'ai besoin de vivre. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que les Bitcoiners, ils aiment ça. En même temps qu'ils sont en train de révolutionner l'argent, ils aiment ça le party hard, ça c'est certain. C'est clair. J'ai trouvé ça dommage qu'on s'est manqué de quelques jours, là, je pense. Quelques jours, ouais. Mais bon, je pense qu'on va avoir l'occasion. Partie remise, c'est sûr. Je vous ai dit que j'allais venir vous voir comme au Mexique, là, certainement, là, dans cet hiver. C'est un engagement, fait que les gars, vous me tiendrez au courant de vos endroits. Puis, mais je planifie, écoute, juste pour comme poursuivre la discussion, comme en ce moment, j'ai fait mon application comme aujourd'hui pour au Customs, au US Customs, puis pour un visa. Puis j'espère l'avoir comme d'ici 1 mois, puis partir pour 1 an. C'est le point. En premier lieu, je t'avais une question. Justement, toi, tu peux travailler. Si tu t'immerges dans la culture Bitcoin autant, puis tu vas voir du monde travailler dans des projets Bitcoin, est-ce que tu as déjà quelques idées? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de travailler dans le Bitcoin plus concrètement ou tu vas voir selon les opportunités qui se présentent? Je dirais non. Pour le moment, plus ou moins, parce que je bâtis vraiment quelque chose dans ma business Fiat qui a pris beaucoup de temps à bâtir, puis qui continue. Donc, je focus vraiment sur ma business ici au Canada, mais malgré que quand j'étais là-bas, on a signé un client américain, on a ouvert une corp aux États-Unis, puis on devrait onboarder un premier client américain. Donc, ça, c'est complètement exceptionnel. Dans notre industrie, il n'y a pas grand monde qui font ça, de switcher de pays. Donc,
Mais drôlement, tu sais, je suis quand même une personne d'affaires aguerrie, si je pourrais dire. Puis comme il y a des compagnies Bitcoin qui m'ont offert des parts de leur business pour être leurs special advisors. Une compagnie Bitcoin, pas des, mais une. Là, mais j'étais incroyablement flatté de ça. Ben Je sais pas si... pour passer quoi, 3 semaines, un mois, c'est déjà un bon ratio. Là. Exact. Donc, c'était comme, wow, tu sais, comme, pour moi, c'était incroyablement flatteur. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui peut apporter beaucoup, mais de voir quelqu'un qui voulait comme m'offrir des parts dans sa compagnie, c'est un montant symbolique, mais comme pour être un special advisor, c'était très cool. Fait que peut-être que oui, peut-être qu'on va comme faire des partenariats puis qu'on va donner des special advisors pour des compagnies Bitcoin. Fait que moi, je suis ouvert à toutes les. C'est sûr, on est ouvert à toutes les propositions dans ce sens-là. Puis, donc, oui, exact. Cool. Moi aussi, j'ai apprécié Austin, ça c'est certain. Au niveau de la visa que tu as appliquée, est-ce que tu peux donner plus de détails? C'est quoi le type de visa? Bon, Ouais. nous, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont en train de déménager du Canada chez Beau Bitcoin, puis qui vendent littéralement tout ce qu'ils ont au Canada, leur maison, leurs actions qui partent. Fait que là, il y en a beaucoup qui partent dans le sud, au Mexique. Il y en a qui retournent dans leur propre pays d'origine. En Europe, peu importe, il y en a qui choisissent d'aller aux États-Unis, dont toi. Donc, Ouais. mais aux États-Unis, c'est un peu compliqué Ouais. d'émigrer. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Puis la façon que toi, tu l'as fait, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Vu que tu l'as fait comme un peu de Bitcoin way. Ouais. Donc, si tu peux donner plus de détails là-dessus, là, peut-être qu'il y en a qui vont Ouais. suivre ton Écoute, exemple. absolument. Donc, je peux vous donner le playbook, puis dans un mois, je pourrais vous dire si le playbook a fonctionné ou non. Mais ouais, c'est quelque chose, tu sais, au départ, bon, moi puis au départ, moi mon cofondateur, on s'est dit, OK, Canada, je veux dire, on sait pas où ça va se rendre. Comme ça prend un plan B, de savoir comme est-ce qu'il faut vraiment partir parce que ça devient trop fou. Ça nous prend un plan B. Fait que le plan B, c'était comme, OK, comment on fait pour avoir un visa aux États-Unis? Puis j'ai rencontré, j'étais aux États-Unis aussi au mois d'août pour une conférence qui s'appelle Big Blog Boom. Puis j'ai rencontré Katie de Russian. En fait, j'allais la voir. Je dis, Katie, comme je veux immigrer aux États-Unis, je veux avoir une option aux États-Unis, comment je fais? Puis elle m'a dit, écoute, tu peux, il y a un visa qui s'appelle E2, Principal Investor. Puis tu investis 60 000 US par personne, puis tu devrais avoir un visa. Puis parle à tel avocat, lui va te le faire. Comme il va juste comme t'aider. Fait que je dis, all right. Puis au début, fait que mon associé puis moi, on est comme, OK, on va partir ce qu'on fait ici au Canada, comme notre business, legacy business, si on peut l'appeler ainsi. Puis c'était comme, OK, il faut embaucher du monde. Ça va être tough, ça va prendre du temps, on n'a pas le temps, on a déjà. Fait que c'était comme, ah shit, tu sais, ou là, on était comme, OK, on va acheter une business dans notre industrie, puis c'était vraiment compliqué. Puis à un moment donné, j'ai eu un éclair de génie, je dis, écoute, peut-être qu'on pourrait juste comme faire une Bitcoin mining business, puis sous-traiter la gestion à des compagnies comme qui offrent ce genre de service-là, de sous-traitance. Ils vont juste gérer tes miners. Puis j'ai appelé l'avocat, je dis, écoute, hey, je pense que je veux faire ça, là, comme ça va me prendre zéro temps, c'est juste pas de l'argent là-dedans. Puis il dit, ouais, je pense que ça va marcher. Et lui, il me dit, oui, c'est bon. Comme peu importe, tu mets 60 000, puis tu vas avoir le visa. Fait que je suis comme, parfait. Fait qu'on a acheté, fait que là, c'est fait. On a acheté 60 000 de la première phase, là, parce que c'est mon visa, on a acheté 60 000 de miners. En fait, c'est 5 M30, M30 Plus ou whatever de What's Miner. Puis on les attend, là, mais l'argent est parti. Avant ça, on a ouvert une US, une C Corp, c'est comme une société incorporée aux États-Unis. On a ouvert la C Corp, ouvert le compte de banque. Maintenant, on a payé le fournisseur. Si vous voulez savoir à qui j'ai fait affaire, tu peux me poser, je pourrais le dire si tu veux, je le mentionne. Tu peux le mentionner. Puis,
Ouais, fait qu'on a fait, on a regardé Compass Mining puis Blockware Solutions. On est allé avec Blockware pour le moment. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur Compass, mais moi, j'ai pas vu de. Pour le plan qu'on a, j'aurais peut-être fait affaire avec eux, mais ça fonctionnait mieux avec Blockware de notre côté. Fait qu'on on a embauché Blockware Solutions, puis l'argent est parti. Fait que là, on est vraiment. Là, j'ai vraiment. Ben, c'est ça le playbook. Fait que, puis là, après ça, ils vont plugger les miners en début février, c'est ça le plan. Fait que ça a coûté peut-être plus ou moins un Bitcoin. Puis dans le planning, d'ici 4 ans, ça va nous ramener 2 Bitcoins. Fait que si j'ai un Visa plus comme 2 Bitcoins au lieu de 1, quel dénouement incroyable. Sounds like a Donc, great deal. c'est un deal incroyable. Donc c'est ça le playbook. Puis si vous voulez venir me voir en privé comme même dans probablement comme 3 semaines, je vais savoir si ça marche. Plein de monde peut faire ça. Puis même, je suis prêt à partager comme. C'est très fastidieux de faire un visa, de dealer avec les US Customs. Comme, ça m'a pris beaucoup d'heures. Mais ça me ferait plaisir d'aider n'importe quel Bitcoiner qui veut s'expatrier. Ça me ferait plaisir de l'aider. Mais fait que là, c'est un peu excitant. Comme on fait l'entrevue aujourd'hui. Puis j'ai vraiment pesé sur le bouton Send aux US Customs aujourd'hui. Fait que j'ai vraiment hâte là, de voir les prochaines semaines si je vais avoir mon visa de 5 ans puis pouvoir aller 1 an aux US à partir de janvier. Là. Super. Fait que selon cette visa-là, ça te permet de rester 5 ans. Puis ensuite, est-ce que ça marche sur Ouais. une forme de renouvellement ou après tu peux devenir citoyen potentiellement si tu as le goût? C'est comment que ça fonctionne? Bon point. Le visa est bon pour 5 ans, mais le douanier, quand tu vas rentrer avec ce visa-là, il va décider combien de temps tu peux rester sans sortir. Fait qu'il pourrait dire tu peux juste rester 1 an. Puis dans 1 an, il faut que tu sortes puis tu rentres avec le même visa. Mais il pourrait te donner le 5 ans au complet. Fait que c'est sûr que moi, je vais demander 5 ans. Comme ça, je vais pouvoir rester 5 ans sans sortir des US si je veux rester pendant 5 ans. Puis après ça, tu le renouvelles. Donc, il faut, tu fais affaire après 4 ans et demi, tu commences le process de renouveler. Puis tu renouvelles. Il n'y a aucun pathway avec ce visa-là à la citoyenneté. Donc, c'est ça, si vous êtes déjà marié, vous avez votre femme, mais tu peux le renouveler à perpétuité selon mon avocat. Je suis nouvellement célibataire. Fait que c'est sûr que dans mon cas, mon plan, ça va juste être de trouver une femme américaine, puis de me marier avec, puis d'avoir la green card comme ça. Mais j'ai 5 ans, fait que je peux rester quand même difficile avec mes choix, puis c'est ça le plan. Là, C'est assez charmant pour. Puis en plus, Et tu voilà. as des bitcoins. Et voilà. Et voilà. Merci, Maciek. Mais aussi, juste savoir, comme si je deviens comme très, très, très riche, ce qui est probablement le cas avec à cause que j'épargne 100% de mes nouvelles épargnes en Bitcoin. Avec 500 000 US, tu peux acheter la green card. Fait que 500 000 US, peut-être que ça va être comme un demi-Bitcoin dans 5 ans ou peut-être moins. Donc, tu peux acheter c'est ça que mon avocat m'a dit, tu peux l'acheter avec 500 000 US. On va voir. Mais j'aimerais mieux pas l'acheter, là. Comme j'aimerais mieux, mais si c'est ça, puis Bitcoin vaut, je sais pas, 2 millions, mais probablement que j'achèterais. Je comprends. Ben ouais, j'ai trouvé ça absolument ingénieux là, de comme investir dans des miners pour s'expatrier, là, puis pas d'investir à part dans des frais d'avocat ou peu importe d'autres processus. Là, c'est absolument ingénieux. C'est comme si dans le fond, tu dépensais simplement tes bitcoins. C'est vraiment cool. Dernier point que je voulais discuter avec toi, je voulais te poser la question tantôt, mais ça a quand même passé. Je sais que toi, en tant que Bitcoiner, généralement, on va essayer de convertir le monde qu'on aime autour de nous. Puis toi, tu essaies de convertir tes employés de ta compagnie présentement. C'est quoi qui t'a poussé à le faire? Puis c'était quoi ta réflexion là-dessus? Ben, avant de parler de mes employés, je pourrais même parler de mes proches, de mes meilleurs amis.
de ma famille. Donc, littéralement, depuis l'année passée, je parle à mes amis proches. Genre, hey, tu devrais regarder Bitcoin. Puis là, vers la fin 2020, j'ai créé un groupe entre mes meilleurs amis de comme, OK, on va parler Bitcoin, puis si vous avez des questions sur le Bitcoin, je vais vous répondre. Puis c'est juste, puis la règle du groupe, c'est qu'il faut que tu aies 500$ de Bitcoin, puis que tu t'intéresses au Bitcoin. Fait qu'on a commencé comme ça. Puis je me suis dit, OK, mais tu sais, puis ce que je me disais, c'est que, tu sais, si Bitcoin va aller à 10 millions, 100 millions, selon moi, puis j'étais comme, mais c'est vraiment, comme, ça serait vraiment plate que je sois tout seul à être riche. En fait, c'est ça que je me suis dit. Comme je veux pas être seul à devenir riche. Donc c'est ça. Écoute, fait que là, j'ai dit à mes amis, écoute, checkez ça. Puis on a commencé, on était 2-3 dans le groupe. Ensuite de ça, il y a des amis qui sont rentrés. Fait que j'en ai vraiment. Je sentais que c'était comme un devoir pour moi de parler de Bitcoin. Puis c'est ça. Puis là, on est maintenant un groupe de 20 personnes. Puis là, plus récemment, je parle de Bitcoin à mes employés, mais là, j'étais comme récemment avec tout ce qui se passe, toute l'impression d'argent, l'inflation qui est incroyable. Ça les affecte comme incroyablement beaucoup. Puis ça me fait vraiment de la peine. Puis j'ai même une employée qui vit en appart, qui est comme une savers, qui est au-dessus, pas riche du tout, mais qui save comme au-dessus de 50 000 $. Puis je trouve ça tellement dégueulasse que si elle laisse ça en dollars, comme tous ses efforts, toutes ses années de travail, comme est en train de s'évaporer. Puis je suis comme, OK, là, je peux plus, comme, là, il faut que, tu employé X, là, tu es en train de te faire voler en ce moment. Donc, il faut que tu fasses quelque chose parce que voici la réalité des choses. Puis de là, mon idée d'être comme, OK, je vais embaucher Bull Bitcoin pour une forme. Vous m'avez dit que vous ne faisiez pas ça, mais bon, vu qu'on est des amis, vous l'avez fait. Puis on va faire une formation Bitcoin. Puis les employés vont avoir un cadeau en Bitcoin. Puis j'espère qu'ils vont commencer leur processus comme ça. Parce que c'est littéralement leur temps, puis leur épargne. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, c'est un peu ça le cheminement, puis c'est pour ça que je vous ai embauché. Quand ça vient. Puis d'un côté, moi, je suis leur boss, entre guillemets. Je me vois pas comme un boss, mais bon, je le suis. Fait que, tu sais, je veux pas que ce soit comme la figure d'autorité. Je veux qu'il y ait comme un tiers qui vienne là-dedans. Fait que j'espère qu'ils vont commencer à épargner en Bitcoin parce que sinon, je pense qu'ils vont souffrir plus que éventuellement que s'ils épargnent pas en Bitcoin. Puis surtout, le ou la collègue qui a beaucoup d'argent épargné, ça me crève le cœur, littéralement. Donc, c'est un peu ça le cheminement. Je pense qu'ils sont vraiment chanceux d'avoir un patron comme toi. Mais d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui vont vraiment commencer à aimer ça puis te demander éventuellement un salaire payé en Bitcoin. Fait que peut-être que ça va donner ça dans le futur. Bon, Ben oui, exact. S'ils me demandent ça, écoute, on va trouver un arrangement pour que ça se passe, là, c'est sûr. Fait que, super. c'est ça. Bon, on a parlé beaucoup de choses. Ouais. Je pense que tu es encore à ton bureau, là, fait qu'en est, tu veux partir. Merci beaucoup pour tout ce que tu as raconté. Puis bon, je vais mettre ton lien, je vais mettre ton profil Twitter pour ceux qui veulent t'ouvrir. Je pense que tes DM sont ouverts, si je me trompe pas. Mes DM sont ouverts. Écoute, si vous avez des questions sur quoi que ce soit que j'ai discuté ou parler à un pleb québécois, maximaliste, écoute, moi, je veux aider n'importe qui veut s'aider. Donc, vous pouvez venir me voir. Puis, si vous voulez le playbook pour le visa, vous avez plus de questions, 100% que je suis là pour vous aider. Parfait. As-tu un dernier mot, quelque chose? Oui, écoute, écoute, ça m'a fait plaisir d'être à l'entrevue. Puis,
si vous écoutez ceci, puis vous commencez dans le Bitcoin, s'il n'y a pas beaucoup de podcasts francophones, attendez pas. Comme avant, je disais, faites vos recherches, puis achetez après. Puis c'est toi qui as déjà dit ça, comme achetez maintenant, puis faites vos recherches après, puis c'est vraiment vrai. Comme même en ce moment, le prix est, selon moi, incroyablement bas, à genre 65 000 Canadiens. On peut acheter pour 1 $, on peut acheter pour 100 $. Donc, commencez à accumuler, puis vous allez changer votre vie d'ici 15 ans. Donc, aussi, vous allez vous protéger contre l'inflation, contre le coût de la vie qui va grandement augmenter dans les prochaines années. Donc, protégez-vous, protégez vos familles, puis achetez Bitcoin. Merci beaucoup. Avec Bull Bitcoin. Ah, ben oui, ben oui. Merci beaucoup, Tesla, Liberty, Huddle. Super de te parler. Puis on va peut-être faire un petit retour quand ta visa va passer dans quelques semaines. Donc, en espérant, puis toutes les choses de ton côté sont là, je pense. Donc, merci beaucoup. Puis c'était un plaisir. Parfait. Merci, Maciek.